Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de déblayage, la 10e émission. Rendez-vous compte, 10 émissions pour parler du rugby, même si pour l'instant le rugby ne joue presque plus, mais on a quand même pas mal de choses à vous dire et on va en parler avec le sommaire, les amis. Un sommaire dense aujourd'hui puisque nous commencerons par parler du FCG et il y a beaucoup de choses à dire sur le FCG qui n'a pas joué à cause de la neige. Vous le voyez, il faisait un froid de canard au Stade des Alpes. Nous avons eu également un entretien avec Nicolas Cunha pour poser les questions qui fâche ou pas. Le VRDR également en difficulté après une nouvelle défaite à la maison. Le VRDR qui était pourtant bien parti en début de saison et qui a de plus en plus de mal à enchaîner. Les espoirs, enfin, on en parlera avec nos invités que je vais vous présenter juste après pour terminer en beauté sur l'histoire du FCG avec le retour sur un FCG Brive d'il y a 20 ans. Un FCG Brive, et pourquoi un FCG Brive? Parce que sur le plateau, il est à côté de moi et je vais vous le montrer, Lionel Ringeval qui est notre invité du jour. Salut Lionel. Bonsoir. Alors Lionel, j'ai cherché un match pour te faire briller. Voilà. C'était compliqué à trouver. Non. Et en fait, pour être tout à fait honnête, le premier que j'ai mis, tu brillais, donc c'était cohérent par rapport aux souvenirs que j'avais. Ce FCG Brive, on y reviendra tout à l'heure. Lionel, tu es donc l'entraîneur des espoirs du FCG. Un des entraîneurs des espoirs. Un des entraîneurs, tout à fait, avec Lionel Anselmoz. Avec Lionel Anselmoz, oui, et puis tout un staff derrière, bien évidemment. Et voilà, tout à fait, tu auras le temps tout à l'heure de le préciser. Tu es également ancien entraîneur des Crabos, puisque tu avais été champion de France. Je suis passé par les Crabos également, ouais, les moins de 16, puis les Crabos, notamment avec Thibaut. Voilà. Et puis depuis la saison dernière, je m'occupe des espoirs des U21. Et on avait reçu ton papa, Michel Ringeval, sur la première émission, donc c'est tout un symbole, Lionel. Donc on est très heureux de te recevoir sur le plateau de LFD et de Déblayage. À côté de toi, on a le joueur qui peut-être a le plus porté le maillot du FCG chez les espoirs aujourd'hui, si on prend sa carrière en complet, Thibaut Moreno. Salut Thibaut. Bonjour à vous. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. Thibaut, alors toi, tu portes le maillot de Grenoble depuis tes 6 ans. C'est ça. Voilà. 5 ans, c'est ma première année en moins de 7, j'ai fait, donc ça va faire maintenant 15 ans que je joue sous le maillot rouge et bleu, donc voilà. T'as gardé tous tes maillots? Non, pas tous. Non. Bon, à l'école de rugby, on les gardait pas souvent. Ah, on les gardait pas. Donc voilà. Mais j'en ai gardé quelques-uns. Super. Thibaut, tu joues avec les espoirs, même si tu étais blessé en ce moment. On en parlera pendant la partie espoir. Mon cher Valérie en face, comment ça va, Zoul? Salut Hugo, ça va bien. Ça va bien? Oui, je suis ravi de recevoir Lionel et Thibaut, le club. On est tous supporters du club et puis encore plus des jeunes pousses. Donc mettre un petit coup d'éclairage sur les espoirs du FCG, moi je suis ravi. Il est chaud, mon Zoul. Il a même fait péter la chemise courte, manche courte. Ça va, Zoul? Tu m'as piqué ma veste. Voilà. Et voilà pour l'émission. C'est le moment de la première partie. On va parler du FCG. Alors mon cher Zoul, on n'aura pas de résumé de match pour Grenoble, et pour cause, regardez ces magnifiques photos de Laurent Lardière. Il faisait un temps de merde, on peut dire comme ça. Il a neigé sur le stade des Alpes. On a des photos incroyables d'un stade enneigé. Alors on en avait déjà vu, des stades enneigés. On a tous des souvenirs de matchs sous la neige. Moi je me rappelle d'un FCG Clermont il y a une dizaine d'années également qui avait été neigeux, d'un FCG Colomiers il y a un peu plus longtemps. On a longtemps cru sur ce match qu'on allait pouvoir jouer et puis finalement la neige elle tenait trop bien. C'est tombé sévère, hein. Quasi une heure, les joueurs sont sortis, se sont échauffés. Les conditions étaient plutôt acceptables et puis après ça a tergiversé. Ils ont reculé de 20h à 21h le coup d'envoi, ça a palabré et entre-temps il est tombé, on voit les images, hein. Pas loin de 10 cm, c'était injouable et je pense que c'était la sage décision en tout cas de reporter au moins pour le soir même. Après, on reviendra peut-être... on va y revenir tout de suite, parce qu'il y a eu un bel imbroglio ensuite sur faut-il rejouer le lendemain, faut-il rejouer le lundi. Les deux clubs, a priori, étaient d'accord pour rejouer soit le lendemain, soit le lundi. Le premier couac, c'est le diffuseur Canal+, a priori, qui n'avait pas de car régie disponible pour reproduire le match, Valérie. Et le deuxième couac, c'est la Ligue nationale qui a dit non, on préfère, nous, que Provence ne se déplace pas deux fois.
Oui, en 48 heures. Donc Voilà. je pense que ce match-là n'est pas encore officiellement reprogrammé, je pense. Non, on parle de février. Oui, février 2021. Oui, donc, parce que là, ils vont enchaîner. Ils ont aussi encore un match en retard. Le FCG qui est décalé au 22 décembre. Enfin voilà, après les fêtes arrivent. Donc on ne reverra pas ce match avant le mois de février 2021. Ouais, et c'est dommage parce que Provence, sans dire qu'ils venaient en ayant fait tourner, ils avaient quand même mis quelques jeunes dans le panier. Hein. Tu peux le dire, ils avaient fait tourner, ils avaient fait... oui, c'était les premières titularisations de 3 jeunes, enfin voilà. Donc c'était peut-être aussi le bon moment pour le FCG, et peut-être c'est pour ça qu'on peut comprendre peut-être la colère de Steve Glas, ça lui tenait à cœur après le début de saison un peu poussif, il fallait engranger des points. Aujourd'hui, le FCG se retrouve dans le ventre mou, mais avec 2 matchs de retard. Donc il faudra gagner cela, mais avec un calendrier aussi assez difficile là, jusqu'à la trêve. Alors, on va regarder tout de suite le classement de cette Pro D2, les amis. Un classement où donc Grenoble accumule un petit peu du retard. Vous le voyez, Grenoble qui rentre dans ce ventre mou, mais voilà, avec 2 matchs, comme vous l'a dit Valérie, en retard. Attention quand même. C'est pas tout à fait 2 matchs. Certes, ils ont 2 matchs, mais les autres, ils en ont aussi ou 1 ou 2, parce qu'on voit que 3e, 4e, 5e, ils sont eux à 10 matchs aussi de jouer. Donc c'est un classement à prendre avec des pincettes, mais voilà, pas l'habitude de voir le FCG à cette position-là. Ouais. Ouais, Lionel, petite question sur le FCG. Le FCG qui était annoncé comme un des favoris pour la montée et qui semble quand même éprouver des difficultés cette saison, en tout cas à trouver son jeu. Oui, forcément, depuis le début de la saison, je pense que les résultats ne sont pas forcément ceux qui étaient attendus. Après, l'équipe a peut-être perdu un petit peu en confiance et ça se ressent sur leurs dernières prestations. On sent vraiment qu'une équipe qui doute. Après, je suis pas forcément plus inquiet que ça pour eux parce qu'ils ont quand même des joueurs de qualité. Ils ont un staff qui travaille fort, qui a des compétences. On est bien placé pour en parler puisqu'on travaille un petit peu à leur côté et on voit que c'est des gens de bonne volonté qui travaillent dur et fort. Et je suis persuadé que la deuxième partie de saison sera beaucoup plus jolie et je suis sûr qu'on arrivera à se qualifier dans les 6 premiers et pouvoir participer à ces phases finales. Et après, les phases finales, on sait ce que c'est. Tout peut arriver. Donc moi, je reste confiant sur cette fin de saison. Thibaut, quand on est joueur depuis tout petit du FCG, est-ce qu'on suit toujours quand même les matchs de l'équipe 1 ? Alors moi personnellement oui, donc j'ai toujours suivi les matchs de l'équipe 1. Déjà étant petit, mon papa m'amenait beaucoup aux matchs quand j'avais 5 ans. À peine commencé l'école de rugby, c'est ça qui m'a fait un peu m'a poussé vers ce club. Donc je suis allé voir des matchs à Hédiguer anciennement contre des Toulon comme ça. Donc non, franchement, je suis toujours, que ce soit maintenant à la télé parce que c'est compliqué de se déplacer au stade. Donc non, je suis toujours. Et puis comme j'ai mes copains qui jouent comme Romain Fusier, de même génération que moi, qui jouent au-dessus, donc je les suis et puis voilà. Et puis... Ça marche. Valérie, on va regarder le calendrier ensemble du FCG et tu vas nous le commenter parce que effectivement donc le match est reporté, mais Grenoble avait besoin quand même de se rassurer à domicile. Hein. Ouais, ils avaient besoin d'engranger des points. Alors, comme je disais, 2 matchs de retard. S'ils engrangent leurs 2 matchs, il faudra les gagner. Mais s'ils engrangent, ils se rapprochent très vite de la 6e place. Victoire à 4 points. Pour peu qu'elle soit bonifiée, tu peux très vite te rappeler. Maintenant, il va falloir engranger là, dans les matchs qui arrivent du mois de décembre. Alors bon, le OYO FCG, il est un peu plus tard puisqu'il y aura une petite trêve au milieu. Mais c'est surtout là, les 3 matchs qui arrivent avec 2 gros déplacements. Colomiers, on sait ce qu'est Colomiers depuis 2 ans. Ça joue le haut de tableau et ça va être très compliqué d'aller chercher un résultat, mais c'est peut-être ce genre de match pour le FCG, voilà, chez un gros de la poule, c'est peut-être ça qui va leur permettre de se surpasser, de se sublimer, voilà, et puis après tu reçois le BO et tu vas dans un déplacement ô combien difficile à Soyons-Angoulême, voilà, on en a parlé la semaine dernière, qui a certes chargé un peu ce week-end, mais à mon avis ils ont fait un peu l'impasse à l'USAP, mais Soyons-Angoulême, qui est coaché depuis 15 jours, 3 semaines par Vincent Etchetou et qui a d'autres ambitions, donc voilà, il va falloir de toute façon maintenant engranger des points, donc la victoire contre le BO dans 15 jours elle sera capitale, mais sur les 2 déplacements il faut à minima en prendre au moins 1 quoi.
Alors, il y a du mouvement en coulisses, en tout cas, au FCG. On en a parlé la semaine dernière. Stéphane Glas a annoncé aux joueurs son départ du club en fin de saison. Nous, on allait poser la question au président, Nicolas Cuina, qui nous a répondu cet après-midi. On a évoqué justement les raisons du départ de Stéphane Glas. On l'écoute. On a appris à se connaître pendant une période un peu particulière qui était finalement le confinement. On a passé du temps cet été avec tout le staff pour pouvoir, apprendre à se connaître, partager le projet. Ressort des discussions qu'on avait eues avec Stéphane à l'époque, peut-être une certaine lassitude, et il avait déjà fait plus ou moins apparaître le fait qu'il se posait la question. En même temps, c'est quelque part pour cela aussi qu'on a provoqué une discussion un peu tôt dans la saison, après le démarrage. Et ça n'a rien à voir avec les résultats sportifs. C'était vraiment pour pouvoir anticiper finalement la construction de l'année prochaine, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous commençons à discuter avec des joueurs pour soit les renouveler, soit pour recruter des talents extérieurs. Donc ça veut dire qu'on a besoin de la position du coach. On a fait le contour du poste, on a fait le contour de la stratégie du club et aussi ce qu'on attendait finalement d'un manager. Stéphane a besoin du terrain. Stéphane a besoin d'être au contact de l'entraînement, a besoin d'être au contact de son effectif. Et aujourd'hui, notre organisation nécessite d'avoir un manager qui prenne un peu plus de hauteur. Alors, on avait enclenché un certain nombre de travaux cet été et il était pro-acteur par rapport à ces travaux. Pour autant, je pense que la lassitude, plus se projeter dans ce poste sur lequel on était complètement en phase pour l'embarquer, ça faisait peut-être beaucoup et que du coup, vraiment, de façon très amicale, on a posé les choses et on s'est dit que c'était peut-être mieux, effectivement, maintenant, de dire qu'il arrêterait. D'accord. Il nous a fait part d'ailleurs que, voilà, il était pas en capacité de toute façon de re-signer aujourd'hui. Mais pas forcément en Grenoble, ça n'a rien à voir avec le FCG, ça n'a rien à voir. Oui. Voilà, c'est un cycle et finalement, voilà, Stéphane est tellement un bon mec que les choses sont bien passées et puis finalement ça le libère, ça nous libère aussi de pouvoir construire l'avenir. Voilà, on reviendra sur la suite après avec Nicolas Cuina, le président du FCG. Lionel, une petite réaction. Nicolas Cuina a évoqué 2 fois la lassitude d'un coach après des années et des années de haut niveau. Est-ce que toi, ça t'est arrivé en tant que coach parfois d'avoir des coups de mou comme ça ? C'est pas exactement le même cas de figure. Je pense que le rugby professionnel, les pressions subies par les différents staffs, je pense que ça doit bouffer au bout d'un moment. Nous, sur la formation, que ce soit avec les moins de 16, les moins de 18, les moins de 22, les moins de 21, pardon, on n'a pas cette pression sur nos épaules. Donc, du résultat notamment, qui est un peu moins forte. Non, on n'a pas. Alors, on se fixe des objectifs et on s'impose nous-mêmes peut-être une certaine pression, mais qui n'a rien à voir avec ce que peuvent rencontrer le staff des pros de Grenoble ou d'autres clubs, par exemple. Donc non, moi jusqu'à présent, j'ai jamais ressenti ce sentiment de lassitude par rapport à l'entraînement. Je vais toujours au stade avec le sourire et avec beaucoup de plaisir. Ouais. Valérie, Nicolas Cuina, a évoqué le besoin d'avoir un rôle un petit peu différent, intermédiaire, un peu plus haut placé, quand je dis haut placé, c'est-à-dire avec un peu plus de recul que celui de Stéphane Glas actuellement. À ton avis, pourquoi mettre ça dans une organisation ? Il cherche tout simplement, d'après ce que je comprends, il cherche quelqu'un pour chapeauter, comme Fabrice Landreau le faisait peut-être à l'époque. Voilà, il cherche un manager. Et d'après ce que j'ai compris, parce que on ne connaît pas tout. Mais apparemment, Stéphane a envie de rester proche du terrain. Et quand tu prends de la hauteur, tu t'en éloignes un petit peu forcément. Et c'est un autre métier, c'est une autre approche du rugby. Voilà, quand on aime le terrain, aller dans la boue et faire progresser ses joueurs, c'est quand on kiffe ça, on a envie de continuer. Donc ça m'étonne pas que Stéphane, c'est pas donné à tout le monde d'être manager d'un club professionnel. Il y a aussi de l'aspect humain à gérer. Il y a des choses qui sont complètement en dehors du rugby, sur la com, sur les choses comme ça.
Bon, moi, c'est par exemple, moi, j'aime être sur le terrain et peut-être pas sur les à côté, quoi. Donc, c'est pas un truc qui me plairait moi non plus. Voilà, manager, c'est complètement différent, quoi. Alors, on a dans le staff global du FCG un profil qui était intéressant. C'est Franck Courillon qui a eu ce rôle d'entraîneur, un peu de manager à la fois à la formation, dans le groupe pro. On a demandé à Nicolas Cuina qu'est-ce qu'il allait advenir du coup de Franck Courillon et quelle sera sa position. Le projet que l'on a, qui est à la fois une continuité, mais aussi une accélération, de travailler sur tous les ingrédients du club. Et si on regarde l'équipe 1, on se doit d'avoir un plateau technique fort. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fort aujourd'hui, mais nous pensons que nous pouvons encore améliorer, notamment le lien avec les U21 et l'équipe pro, et puis aussi tout le staff et tous les ingrédients d'accompagnement. Ça veut dire le plan de jeu, ça veut dire les préparateurs, ça veut dire tout le staff. On doit aller encore un peu plus loin pour pouvoir avoir un management global de ces deux effectifs, pour pouvoir faire encore mieux jouer nos jeunes et puis avoir un plan de progrès qui soit efficient. Franck, c'est quelqu'un qui fait partie de l'histoire du club et qui a une expertise et qui était positionné par les anciens présidents, entre guillemets, plus avec une approche de conseil. Il y a cette notion-là qui doit être mieux travaillée aussi. Un apport indéniable sur la formation, un apport indéniable sur la stratégie et les plans de jeu, et puis le laboratoire du jeu qu'il a mis en place. Donc oui, encore plus insister sur la capacité de Franck à transmettre et structurer la formation. Et puis, on a aussi besoin de ses talents sur la notion de recrutement. L'important, là, c'est vraiment de structurer, de mettre chaque personne sur son domaine d'expertise et d'améliorer finalement le rendu. Donc, la formation, le labo du jeu et puis le recrutement. Donc, on est plutôt en train de travailler à comment garder et intégrer les qualités de Franck et puis composer avec... il y a la vie aussi de chacun qui est important. Ouais, la vie de chacun, c'est pour éviter justement de retomber dans le même cas qu'avec Stéphane Glas, parce que ce rugby pro, c'est vrai qu'on en a parlé, Lionel l'a dit, ça demande beaucoup, et y retourner, demander par exemple à Franck Courillon d'y retourner 10 ans après, c'est un nouveau changement de vie, Zol. Ouais, puis peut-être qu'il n'en a pas envie et que le rôle qu'il a aujourd'hui lui convient très bien. Après, il parle de la formation, de laboratoire de jeu. Enfin, je pense que le FCG n'attend pas un manager aujourd'hui pour chapeauter ça, parce qu'aujourd'hui, la formation se porte très bien. Lionel pourra nous en dire un mot. Hein. Il est passé dans les catégories plus jeunes avant de prendre les espoirs. Ça fait des années que précurseur dans les centres de formation. Ça fait des années que le FCG pointe dans les meilleures places, qui forme des jeunes. Enfin, on en voit sur tous les terrains, tous les week-ends. Donc voilà, on n'a pas attendu un manager aujourd'hui pour cette liaison. Enfin, la liaison, elle est... Lionel peut en parler mieux que moi, mais la liaison entre les moins de 21 et le groupe pro existe, hein, puisque voilà, il y a Jérôme Vernet, enfin voilà, ils sont tous issus de Jean-Noël Perrin, enfin ils sont tous issus déjà de ce monde-là, donc Valérie, ils se connaissent tous, ils discutent ensemble, ils travaillent ensemble. Enfin, pour autant, c'est clairement ce qu'a dit Nicolas Cuina, que le manager, ça fera un de ses rôles. Alors, Lionel, aujourd'hui, comme le dit Valérie, ça fonctionne bien ce passage pro, espoir, la communication, le plan de jeu peut-être global ? Oui, enfin, ça fonctionne bien pour le moment. Les U21, c'est quand même une catégorie un petit peu à part, parce que forcément, on est dépendant des besoins des pros. Donc, on travaille en collaboration avec eux. Forcément, on a des joueurs qui font les débuts de semaine au niveau entraînement avec les pros et qui redescendent avec nous en fin de semaine. Donc, on est obligé, enfin, on n'est pas obligé, parce qu'on le fait avec plaisir, mais il faut qu'il y ait une continuité entre les deux collectifs, au niveau des annonces, au niveau des plans de jeu, au niveau de la circulation, etc. Après, l'enjeu de notre catégorie aussi, c'est d'avoir notre propre identité. Et donc c'est l'enjeu de cette catégorie, quoi. Respecter ce qui se passe au-dessus, tout en ayant un peu notre propre identité et se la créer, quoi.
Alors, Valérie, il se pose donc la question de chercher un nouveau manager. Il n'y a pas non plus 1 million de profils disponibles sur le marché. Est-ce qu'il faut aller chercher en interne, peut-être chez le staff des Espoirs? Est-ce qu'il faut aller chercher en externe? Est-ce qu'il faut aller chercher un staff global? Du coup, on a posé la question à Nicolas Cuina. Quel profil il recherche exactement? C'est un peu tôt pour répondre et en même temps on n'exclut aucune piste en fait. On est vraiment en train de faire un travail avec David et notamment Coco sur tout. On a ouvert tous les champs du possible. Reste malgré tout une ligne directrice, c'est l'identité du club, notre stratégie, notre plan à 10 ans pour on doit avoir à nos côtés quelqu'un qui croit dans ce projet et qui a la capacité de le mener. Et aussi, il est important qu'il y ait une connotation rouge et bleu pour nous. On ne peut pas imposer à un manager une équipe. Après, les choses, elles se feront dans le temps, en respectant tout le monde. Et ça, il n'y a pas. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse en fait à vous apporter. Je n'ai pas d'indice. Alors, Lionel, sans mettre aucune pression, aujourd'hui, tu es donc, toi, dans le staff des Espoirs. Tes objectifs à moyen terme, alors mais pas forcément à court terme, mais à moyen terme, c'est quoi? C'est d'arriver de coacher dans ce niveau pro, ou est-ce que tu t'épanouis avec les jeunes? Non, vraiment, sans faire de langue de bois. Moi, l'objectif principal aujourd'hui, c'est de prendre du plaisir sur le terrain, de prendre du plaisir avec les jeunes, de les faire progresser, de les voir s'épanouir au quotidien et sur la durée. Par exemple... les garçons de la génération de Thibaut, de 2000, je les ai connus en moins de 16. C'était encore des jeunes ados. Et aujourd'hui, c'est des jeunes hommes. Donc ça, c'est vraiment passionnant de voir l'évolution des joueurs et des personnes tout au long de ces différentes saisons. Et puis moi, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Valérie tout à l'heure. Moi, ce qui me passionne pour l'instant, c'est vraiment le terrain. J'ai besoin d'être proche des joueurs, proche du terrain. Donc non. Et si demain on vient te chercher pour éventuellement apporter un coup de main à l'équipe pro, c'est quelque chose qui te ferait... Je me suis pas... Très sincèrement, je me suis jamais posé ce type de questions. Parce que... on a les mains dans le cambouis. Alors je sais que la position n'est pas facile, mais Nicolas Cuina a parlé de l'ADN rouge et bleu. L'ADN rouge et bleu, il n'y a qu'à voir le staff qui est composé à Grenoble. Bon, Steph Glas, c'est un Bergalien, c'est pas loin, mais Sissou Begon, Jérôme Vernet, Jean-Noël Perrin, ils sont tous passés par toutes les catégories, ils connaissent le club sur le bout des doigts, avec Coco qui est au-dessus. Donc oui, ils veulent peut-être maintenir cet ADN-là. Maintenant, qui sur le marché peut manager en ayant cette fibre rouge et bleue, ça va être. Est-ce que ça va être un apport extérieur? Est-ce que ça va être un apport extérieur en gardant l'intégralité du staff? Est-ce que ça va être un apport extérieur en venant avec son staff? Mais là, on va se couper du cordon rouge et bleu. Aujourd'hui, voilà, je t'ai cité le staff de la première, mais il y a Lionel et Lionel Anselmos qui entraînent les espoirs. Dans la catégorie Crabot, c'est aussi des anciens joueurs. Donc il y a voilà, moi je suis plutôt pour ça que les anciens joueurs retransmettent un petit peu tout ce qu'ils ont appris et puis en tout cas les valeurs du club. Enfin aujourd'hui ça patine un peu dans la semoule en termes de résultats sur les 5-6 premiers matchs. On va pas tout remettre en cause sur l'apport en tout cas et sur la fibre qu'eux peuvent apporter, quoi. L'identité d'un club, je trouve que c'est hyper important. Là justement, moi je te dis, c'est le président nous parle d'ADN, donc finalement quand on parle de Ringeval aujourd'hui, l'ADN Ringeval globalement, c'est vrai que ça pourrait coller en termes d'ADN. Ouais, on parlait d'un manager. Je pense que Lionel est encore jeune. Il a peut-être pas envie. Il a peut-être pas envie de manager. Voilà, mais c'est vrai que par contre, voilà, l'ascenseur existe. Parce que ça aurait de la gueule. L'ascenseur existe puisqu'on l'a vu avec Jean-Noël Perrin, avec Jérôme Vernet. Enfin, ils sont tous passés par ces catégories espoirs et petit à petit, ils ont intégré le staff des équipes premières. Mais là, on ne parle pas d'un manager. C'est vraiment un poste spécifique. Alors, dans tous les cas, qu'importe qui sera le coach manager du FCG, il devra faire avec aussi un nouveau modèle économique qui fait que le FCG d'aujourd'hui n'est plus le FCG d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans et encore moins d'il y a 30 ans. Il n'y a plus Capgemini, il n'y a plus Serge Kampf. Donc on allait poser la question à Nicolas Cuina. Aujourd'hui, économiquement, comment va le club avec le Covid et quelles armes on pourra avoir économiquement pour affronter peut-être un jour le retour en top 14? Est impacté par la crise du Covid. Le club, comme tous les clubs professionnels et tous les clubs sportifs de France, pour autant, on a été particulièrement bien soutenu
par nos partenaires, par nos abonnés, par les institutions. Donc aujourd'hui, on se bat pour pouvoir rester au contact, même si c'est pas simple, parce que c'est un changement. On voit la lumière au bout du tunnel. On sait qu'on va probablement pouvoir jouer avec du public dans les semaines à venir. On sait qu'on va pouvoir, d'ici la fin de saison, j'espère, refaire la fête au stade. Donc on tient le bon bout. Je pense qu'on va pouvoir sortir la tête haute de cette crise. Oui, on a un plan à 10 ans parce qu'on ne peut que s'appuyer sur du moyen long terme compte tenu de notre ambition qui est de mettre au plan principal la formation. Et pour ce faire, on doit construire un effectif futur qui nous permettra d'aller chercher des titres avec un collectif que l'on mettra tout en œuvre pour conserver. Donc, je ne veux pas faire croire des choses qu'on ne pourra pas tenir. Je ne suis pas dans la surpromesse. On ira chercher toujours des cadres qui viendront compléter et qui viendront accompagner nos jeunes. Mais notre ambition, c'est de faire grandir nos jeunes, de les garder le plus longtemps possible et d'aller chercher des titres avec ce collectif. On avait un mécène qui nous permettait de pouvoir avoir des dépenses qu'aujourd'hui on ne peut pas se permettre. Et en même temps, on n'a jamais négligé malgré tout la formation à Grenoble. Donc on a quand même hérité aussi de cela. Donc à nous de le faire fructifier avec les moyens que nous avons. Mais je pense qu'on peut faire de belles choses. Et on est sur des cycles en fait. On est sur des cycles et je pense que les jeunes que l'on accompagne savent retenir ce que l'on fait pour eux. Un jeune qui va, entre guillemets, j'allais dire, donner de son talent pendant 3, 4, 5 ans et qui, à un moment donné, a envie d'aller voir. On ne peut pas les retenir, mais en même temps, c'est un bon compromis, c'est un bon équilibre. À nous d'être assez forts pour pouvoir leur donner d'envie de rester plus longtemps. À nous d'être capables d'investir sur eux aussi. Et puis, d'avoir les générations qui vont faire qu'on aura les remplaçants potentiels. Je regarde juste ce qu'est en train de faire Galtier avec l'équipe de France. Je pense que ça nous laisse de l'optimisme potentiel. Donc, on peut faire un bel effectif avec des jeunes, avec des cadres, un mixte intelligent, et puis une identité et une envie de défendre le maillot. Ça aussi, c'est important. Alors, Thibaut, quand tu entends le président de la structure pro dire l'avenir du club, c'est les jeunes, j'imagine que pour toi, c'est une vraie satisfaction, puis ça doit être un ingrédient de boost, de motivation, non ? Alors oui, c'est une satisfaction que Grenoble puisse s'appuyer sur les jeunes. On peut le voir avec notamment certains joueurs de ma génération qui évoluent en Pro D2. Après, oui, c'est vrai que on peut aller chercher, on peut aller voir sous du long terme d'aller certains joueurs espoirs à côtoyer le haut niveau. Après, voilà, ça passe par des matchs espoirs, ça passe par du boulot, du travail, et puis être déterminé, et puis persévérer, et puis après... on verra bien ce qui se passe, mais oui, bien sûr, on en rêve tous. Et puis, comme on entend le président, c'est plutôt satisfaisant pour le club. Lionel, quand les passerelles existent comme ça entre les espoirs et le rugby pro, j'imagine que pour vous, c'est hyper gratifiant de voir éclore des joueurs que vous avez connus jeunes. Là, on pourrait parler de Ange Capozzo, par exemple, et qui, après, du coup, s'affirment dans le rugby pro. Ah ouais, c'est un vrai plaisir, c'est une vraie satisfaction de voir évoluer... les jeunes de notre formation au plus haut niveau. Donc là, on parle de Ange, on peut parler de Romain Fusier, de Régis Montagne, Mathis Saragalé, enfin bien d'autres. Et c'est aussi gratifiant de voir un Kylian Gérassi en équipe de France, qui est passé par notre filière. Et vraiment, c'est une fierté de pouvoir voir ces jeunes s'exprimer au plus haut niveau. Ouais. Pour autant, Valérie, dans le passé du club, souvent, il y a eu des périodes où on s'est appuyé sur les jeunes, dans les périodes un peu compliquées, et puis on a parfois oublié ce principe quand le club remontait, et ça s'est répété plusieurs fois. Ouais, ça a été cyclique, mais comme beaucoup de clubs qui naviguaient à vue avec cette période pro, on allait chercher beaucoup d'étrangers, en oubliant peut-être les jeunes pousses. Aujourd'hui, économiquement, le FCG flambe plus comme il flambait il y a encore quelques années, donc il est obligé aussi de passer par la formation. Donc nous, on s'en réjouit parce que ils font jouer des jeunes. Alors certes, ils les font tous jouer peut-être un petit peu tous en même temps, et l'apprentissage de la Pro D2 qui est un championnat très très difficile, ça paye pas aujourd'hui en termes de résultats, mais en tout cas ces joueurs cette année s'aguerrissent en tout cas. Maintenant le but, ça va être de pouvoir les garder sur la continuité. Voilà, former des jeunes, c'est bien, si c'est
pour les former pour tous les clubs des alentours, c'est moins bien. Donc voilà, il va falloir arriver à les garder, c'est ce qui dit le président, à nous d'être forts pour les valoriser, pour les faire rester, leur présenter un projet aussi qui leur plaît. L'enjeu va être là, parce que on voit, en espoir, ils rivalisent avec tout le monde, ils ont tapé la SM, ils sont allés gagner à Brive, enfin voilà, ils bataillent avec tous les clubs de top 14, on en parlera tout à l'heure, le parcours espoir est assez exceptionnel. Donc ces jeunes-là sont amenés à jouer à ce niveau-là. Maintenant, le but, c'est est-ce qu'on va arriver à les garder, à les faire arriver à maturité tous ensemble. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Du coup, on revient toujours sur cette partie économique. Est-ce que Grenoble aura les moyens d'éviter de perdre des Gérassi, des Huleux, des Cordins et autres? On est allé aussi poser la question au président Nicolas Cunha. Est-ce qu'il ne faudrait pas que Grenoble retrouve peut-être un Mourad Boudjelal ou autre, quelqu'un qui viendrait avec beaucoup d'argent? Quel est le modèle en fait de Grenoble et comment il va évoluer dans les prochaines années? Aujourd'hui, nous avons constitué un collectif, grâce à Eric et Michel, une dizaine d'entrepreneurs grenoblois. La porte est encore ouverte à d'autres. On peut aussi imaginer d'avoir un vrai pool d'entrepreneurs grenoblois qui se battent pour le territoire, qui ont conscience que le FCG est une vitrine de notre territoire. Et peut-être qu'on est plus fort à plusieurs et que ça nous laisserait plus de sérénité dans le temps. En tout cas, à l'heure où on se parle, c'est notre stratégie. Et on a envie de construire encore autour d'un collectif d'entrepreneurs grenoblois. Voilà, c'est important à comprendre parce qu'aujourd'hui, comment est structuré l'ADN un peu du FCG au niveau économique, au niveau de la propriété. Il y a une holding où il y a une dizaine d'entrepreneurs grenoblois, dont Nicolas Cunha, dont Michel Martinez, il y avait Eric Pilot également. Dans cette holding, elle détient à peu près entre 65 et 75% du club. Et donc c'est elle aujourd'hui qui est à la tête de ce club. On a bien compris dans les propos de Nicolas Cunha, Valérie, que pour l'instant, il n'y avait aucune envie de changement et que cette holding allait continuer comme ça. Néanmoins, sans remettre en question forcément ce modèle-là, on s'aperçoit que l'écart avec les très gros du top 14, chaque année, finalement, on a l'impression qu'il grandit. Hein. Que l'écart continue à grandir. Malgré tout, tu es aujourd'hui le deuxième ou le troisième budget de Pro D2 et d'être à 11e place, c'est là que le problème est. Effectivement, pour garder les jeunes, il va falloir aussi un jour remonter en top 14 parce que on le voit avec Kylian Gérassi, il allait taper à la porte au loup, et voilà, au bout de quelques matchs. C'est le loup qui est venu taper à la porte. Ouais, enfin voilà, et tout de suite il se met en évidence. C'est pareil pour Gervais Cordin. En fait, dès que tu joues à cet âge-là, dès qu'à cet âge-là, tu arrives à jouer dans des clubs de top 14, bien évidemment que les sélectionneurs ont les yeux sur toi. Donc, il va falloir arriver, dans les années à venir, à remonter en top 14. Aujourd'hui, voilà, on est le troisième budget de Pro D2, donc on doit être en haut de l'affiche. Alors pour l'instant, les résultats sont poussifs. Lionel, voilà, l'a dit tout à l'heure, mauvaise passe, mais il est assez confiant. Et je suis un peu avec lui, même si sur le fond de jeu, voilà, on en a déjà assez discuté, je suis un peu en dedans là-dessus. Voilà, donc toi tu es confiant, Lionel, tu nous as dit tout à l'heure effectivement que tu étais confiant parce que tu connais au plus près cette qualité de l'effectif grenoblois. Moi, je reprends un peu de recul, je suis obligé de dire que pour être confiant, il faut aussi voir un petit peu sur le terrain. C'est vrai que pour l'instant, cette année, on le voit pas, et on le voit pas notamment dans le jeu, parce que c'est pas qu'une question de résultats, hein, Valérie. Hein. Il y a les résultats qui vont pas, mais aussi le jeu qui va pas. C'est encore autre chose. Il y a un abus de jeu au pied, il y a une perte d'identité de jeu. Hein, c'est pas que des résultats qui vont pas. Mais enfin, quand on voit France-Angleterre, 80% des ballons ont été joués au pied. Et... Alors on s'est accroché, on s'est tous régalés parce qu'il y avait la jeunesse qui luttait face à l'ogre, donc on s'est pris au jeu. Mais sur le contenu, c'était quand même pas folichon en termes d'ambition de jeu. Et c'est ce qu'on reproche un petit peu, en tout cas au FCG sur ce début de saison. C'est que c'est tristouné. Et c'est vrai qu'on ne propose pas grand-chose. Et c'est pour ça que ce serait intéressant de poser un petit peu la question aussi à Lionel, comment ils fonctionnent sur les plans de jeu. Est-ce qu'ils ont des choses aussi un petit peu en commun, parce tout ça sera dans la deuxième partie sur les espoirs. Sinon, on les espoirs, est-ce qu'ils
propose et quand on voit voilà, ce qu'on voit au niveau pro avec la pression du résultat et compagnie. On pose celle-là, mais là, Mais ce sera on va s'enlever tout notre contenu de la suite. Mais quand même, c'est vrai que la question est intéressante. Tu l'as dit tout à l'heure, Lionel. A priori, quand même, vous, chez les Espoirs, vous n'êtes pas obligé de suivre. Il n'y a pas de transversalité dans le plan de jeu global pro-espoir. Si. Quand Alors, on nous impose rien. Oui. Mais par contre, même pour nous, on a envie de travailler comme les pros. C'est la vitrine du club. Et comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des joueurs qui font les allers-retours entre l'effectif professionnel et l'effectif espoir, qui font les débuts de semaine avec les pros et qui, lorsqu'ils ne sont pas dans le groupe avec les pros, redescendent jouer avec nous sur les fins de semaine. Donc forcément, il faut qu'il y ait une continuité entre les plans de jeu, entre les annonces en conquête, la redistribution des joueurs sur le terrain. Forcément, il faut qu'il y ait une continuité. Après, quand je dis que nous, on essaye d'amener un petit peu notre identité, c'est sur quelques combinaisons, sur essayer de s'approprier un petit peu quelque chose à notre collectif, mais on travaille vraiment par rapport à ce qui se fait au-dessus. Oui. Plus globalement, Valérie l'a dit, on l'a vu en équipe de France, mais pas que. Le jeu au pied est en train de reprendre, parce qu'il y avait eu déjà une période où il avait pris beaucoup d'ampleur, puis après ça s'était un petit peu atténué, puis là on a l'impression que c'est redevenu dans le rugby pro. Nous on le voit quand on va commenter les espoirs ou quand on commente le rugby pro. On est content d'aller voir les espoirs parce que ça joue, et le rugby pro, est-ce que c'est la peur du résultat? Mais après, il y a plusieurs paramètres. Déjà, je pense que le jeu au pied a évolué sur les dernières années. Je pense que Valérie ne contredira pas. Maintenant, ça devient une vraie arme offensive quand c'est bien utilisé. Ensuite, il y a eu des nouvelles règles qui ont été imposées en début de saison qui, au final, ne favorisent pas forcément l'équipe qui a la possession de balle, et notamment dans son camp, où il y a beaucoup de grattage, beaucoup de pénalités, etc., etc. Donc on prend des risques à s'exposer dans notre partie, dans notre camp. Chez nous, ça a moins d'impact. Au pire, on perd un match. Et bon, voilà. C'est vrai qu'au-dessus, c'est un peu plus compliqué avec la pression du résultat, et notamment dans une phase où, en ce moment, on est peut-être un petit peu en perte de confiance. D'envoyer du rugby dans nos 22 mètres, ça serait peut-être un peu suicidaire. Donc après, voilà, il faut trouver le juste milieu pour quand même pouvoir être efficace, proposer un peu de spectacle et remporter des matchs, quoi. Thibaut, toi, tu joues 10. Donc la question du jeu au pied, elle se pose forcément pour toi. Tu es plutôt un ouvreur joueur, tu es plutôt un ouvreur qui aime jouer au pied. Quel est ton profil? Moi, je suis un peu des deux. Donc j'aime bien utiliser le pied dans toutes ses formes, que ce soit de l'occupation ou pour soi-même. Après, je peux très bien attaquer la ligne comme jouer autour de moi. Mais pour revenir un peu à ce qu'a dit Lionel, oui, le jeu au pied a pris une autre forme. Une autre forme, comme on a pu voir ce week-end avec l'équipe de France. Il faut prendre aussi un paramètre en compte, peut-être qu'on a moins chez nous, c'est qu'en pro, les défenses sont vraiment organisées. Donc je pense que le jeu au pied, ça passe par là. Il faut savoir l'utiliser pour des fois récupérer, comme l'a dit Lionel, sur les nouvelles règles. Pas évident sur les grattages que l'arbitre siffle très vite. Donc l'utilisation du jeu au pied, oui, a évolué. Oui, va être encore plus utilisé, je pense, et encore plus intelligemment. Sauf que du coup, Valérie, le spectacle, il est de plus en plus difficile à suivre pour les supporters. Ouais, on prend pas forcément du plaisir. Enfin, il a fini sa phrase comme ça, Lionel, il a raison, c'est le juste milieu qu'il faut trouver. Ça s'appelle aussi l'alternance. Et enfin, moi, ce que je reproche au FCG, c'est pas de jouer qu'au pied, mais il y a des situations, ils amorcent un temps, 2 temps, 3 temps, ils sont dans l'avancée, et c'est ce jeu au pied-là qui me fait bondir, plutôt que le jeu au pied, voilà, de dégagement ou d'occupation, enfin, comme vous voulez l'appeler, mais par moments, il y a un manque de patience, enfin voilà, c'est trop de jeu au pied, c'est aussi, encore faut-il qu'il soit bien tapé, parce que c'est aussi des ballons rendus. Je me souviens de l'essai à Carcassonne, c'est un jeu au pied des Selponi qui ne trouve pas la touche, et derrière tu prends un essai de 60 mètres. Voilà, tu peux aussi t'exposer sur le jeu au pied. Bon, moi je trouve qu'on n'est pas très ambitieux dans le jeu au FCG cette année, à mon grand regret. Voilà, je pense qu'on peut faire, enfin ils peuvent faire en tout cas un petit peu mieux, et voilà, et qui s'appuie un petit peu sur le match des espoirs, voilà, sur lequel on s'est régalé, en tout cas, voilà, au moins dans les intentions, quoi. Voilà. Allez, on va boucler la page FCG Pro maintenant, et on va passer au Valence Roman Drôme Rugby.
Alors Valérie, le VRDR joue, le VRDR est à chaque fois à quelques encablures de gagner, mais pour l'instant le VRDR commence à cumuler les défaites, et pendant qu'on voit les images de la dernière défaite contre Oyonnax à domicile, tu vas nous donner ton ressenti, parce que ils sont à chaque fois à deux doigts de gagner le match. Ah ouais, à deux doigts ou à quelques centimètres, parce que ça a été encore le cas sur ce match-là, une grosse entame des Damiers. Enfin voilà, ils mettent à la faute les joueurs d'Oyo. Ils commencent le match super bien. Là, on voit la cravate. Oyo qui prend 2 jaunes dans les 10 premières minutes. Un grand Maxime Javot à l'ouverture qui sera à hauteur des 22 points. Ah, il mène le VRDR. Ouais, ils mènent 6-0. Puis après, ils ont un artificier en face qui s'appelle Le Bourris, qui a fait quasi un sans faute. Voilà, on va voir l'essai de Maxime Javot sur une feinte de passe. Il prend l'intervalle et voilà, il se le fait tout seul. Le VRDR qui a la gagne au bout du pied, la 75e, il y a 22-22, 75e, Maxime Javot qui est à 100% à ce moment-là. Voilà, ça passe juste à côté. Sur l'incursion d'après, c'est le Bourris qui, lui, en 45 mètres en coin, là, voilà, on la voit, c'est quasi 50 mètres. Voilà, ça se joue vraiment à pas grand-chose, à quelques détails. Le VRDR a mérité beaucoup mieux sur ce match-là, en tout cas. Ouais. Ça fait déjà quelques matchs, quand même, qu'ils perdent des points, ou en tout cas, ils vont pas les chercher dans les dernières minutes. Les détails du haut niveau. De mémoire, par exemple, les 3 premiers renvois, juste après avoir marqué, ils les prennent pas, ils se prennent le ballon sur la tête, donc récupération d'Oyo, ils restent sous la pression d'Oyo. Voilà, c'est des petits détails, il manque pas grand-chose, mais déjà rivaliser et faire douter Oyonnax, qui est un des ogres de la poule, voilà, c'est quand même plutôt prometteur, et cette défaite est plutôt encourageante en tout cas. Ouais. On va regarder, on a quelques photos également de ce match du VRDR. Tu suis un petit peu, Lionel, cette équipe, toi, voisine finalement? Je suis parce que c'est une équipe régionale et qu'on connaît quand même quelques personnes qui sont passées par le club là-bas, donc forcément on a toujours un œil attentif aux résultats des clubs voisins, oui. Et toi, Thibaut, qui a toujours joué à Grenoble, c'est qui, toi, quand tu es un jeune qui a joué 15 ans à Grenoble, c'est quoi le club rival? Parce qu'avant, on avait les Grenoble-Bourgoin. Est-ce que maintenant, c'est plus Lyon? Est-ce que c'est Valence-Roman? Alors, moi, personnellement, quand on était petit, c'était beaucoup le Loup, beaucoup le Lyon. Du coup, c'était plutôt sympa de jouer contre eux. Même maintenant, on se retrouve, il y en a en espoir, on se retrouve à jouer contre. Donc, je dirais plutôt Lyon. Même actuellement, dans la poule, c'est vraiment... eux, les voisins, on nous dit un derby. Ouais, donc, pour toi, le derby, c'est avec les Lyonnais. Je pense que c'est les Lyonnais. En tout cas, chez les jeunes, c'est comme ça qu'il s'est organisé. Lionel, toi, ton derby, à toi, c'est quoi? Ah bah nous, à notre époque, les derbys, c'était contre Bourgoin. Ouais. Il n'y avait pas photo. Mais après, bon, je pense que la notion de derby c'est un petit peu transformée, c'est un petit peu atténué par rapport à nos époques, même si on n'est pas encore très vieux. Mais non, je pense qu'effectivement Thibaut a raison. La rivalité maintenant, elle est peut-être un petit peu plus avec Lyon, mais bon, tous les joueurs se connaissent. La majorité sont pensés ensemble dans les différents pôles espoirs. Donc c'est une rivalité qui est quand même très très saine. On a des rapports très cordiaux avec les Lyonnais. Donc non, il y a pas de. C'est très sympa de jouer contre eux, surtout quand on les bat. Allez, on va remettre le classement de la Pro D2 après avoir parlé du VRDR, juste pour voir effectivement que Valence-Roman, Valérie, commence un petit peu à piquer vers le bas, et que le Stade Montois, avec un match en retard, se rapproche. VRDR avec 2 matchs en retard aussi. Le Stade Montois qui en a même 3. Donc voilà, il va falloir gagner, mais... Je crois qu'on va voir le calendrier. On regarde le calendrier du VRDR. Aussi, qui arrive dans quelques secondes. Le VRDR qui surtout a perdu des points à domicile. Ouais, qui reçoivent l'USAP. Gros match à venir. Alors voilà, ils arrivent à rivaliser avec tous les gros. Après, derrière, ils vont à Aurillac. Aurillac au mois de décembre, le 18 décembre, c'est pas très rigolo. Alors, et après, tu reçois Montauban. Non, ils ont un calendrier difficile, mais voilà. Et le match de vendredi là, contre Perpignan sera intéressant à regarder. Ouais. Voilà. On va passer à la 3e partie, celle qui concerne nos invités, la catégorie des espoirs.
Et pour parler des espoirs, on vous les a présentés déjà tout à l'heure, on va en parler un peu plus, donc Lionel Ringeval. Lionel, pendant qu'on voit quelques photos un petit peu de ton pédigré, parle-nous un petit peu de ton parcours, toi, de rugby. On a cité tout à l'heure ton papa, Michel Ringeval, donc tu as baigné finalement dans ce ballon ovale depuis que tu es tout jeune. Hein. Ah ouais, enfin moi j'ai la chance de partager la même passion que mon papa, donc ça c'est quand même quelque chose que je souhaite à tout le monde, c'est vraiment super. Forcément, c'est moi ça. Oui, c'est toi, hein, a priori. Hein. C'est moi, c'est sûr. Mon parcours, forcément j'ai suivi ouais c'est ça. J'ai suivi les aventures de mon père, hein, forcément. Donc moi je suis né à Clermont, j'y suis resté jusqu'en 1988, jusqu'à mes 11 ans. Je suis parti après une année sur Bourg-en-Bresse parce qu'il était parti entraîner l'USB. Et on est arrivé en 89 à Grenoble. Donc voilà, je me considère maintenant, même si je suis pas né dans la région grenobloise. Comme un Grenoblois. Je me considère comme un Grenoblois, ouais. T'as quand même le cœur auvergnat un petit peu ou pas? Un petit peu quand même. Je sais que hier on est allé jouer à Brive, on est passé par Clermont. Quand je vois le Puy-de-Dôme, ça me fait toujours un petit pansement au cœur. Mais non, je suis quand même très bien intégré au territoire grenoblois. Ouais. Et alors, on parlait de ton papa qui a été une légende, Valérie, et qui est une légende encore du FCG. Il paraît que ça t'arrive encore de débriefer parfois les matchs avec lui. Ah mais ça m'arrive tout le temps. Ouais. Ah ouais. C'est une chance incroyable. Ouais, non mais c'est génial. Hein. Moi je lui envoie nos matchs, il les visionne, il me fait des retours, on parle du rugby grenoblois, international, national, du recrutement, de plein de choses. Ça tourne vraiment beaucoup autour du rugby, ouais, à la maison. Ouais. Valérie, quand on baigne comme ça dans le rugby, forcément l'ADN il aide à affronter le haut niveau. Hein. C'est génial cette transmission en tout cas que Michel a opéré sur son fils, et puis comme il dit, il lui envoie les matchs, il peut débriefer de ses matchs, et puis quand on connaît la compétence en tout cas de Michel et son analyse sur les matchs, de pouvoir partager ça de père à fils, c'est génial. Moi je partageais plutôt le truc d'arbitrage avec mon père, tu vois. Ça t'a laissé des bons rapports avec où ça m'a mené, tu vois. Donc c'est un peu plus compliqué, mais oui, c'est exceptionnel à vivre. Bravo. On a quelques photos de notre ami Lionel Ringeval sur le bord du terrain actuel, mais Thibaut, c'est quel genre de coach, Lionel? Non, c'est comme l'a dit Lionel tout à l'heure, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je suis avec Lionel. Donc non, ça a toujours été un plaisir, on s'est toujours bien entendu. Après, coach, très bon rapport avec ses joueurs, très important. Voilà, après, petit côté de Lionel, un peu impulsif durant les matchs. C'est vrai. Quel coach ne l'est pas finalement? Non, mais après, ça reste un très bon entraîneur. Moi, et toi qui joues 10, d'avoir un coach qui a été neuf, c'est bien pour. Est-ce que parfois vous évoquiez Oui. Mais les deux coachs d'ailleurs, parce que Lionel Anselmo a démarré sa carrière en neuf. De toute façon, les talons et les neufs, il a joué un petit peu 10, mais ils s'appellent tous les deux Lionel. Ouais. Ils ont joué tous les deux 9 à Grenoble. Donc ça doit être enrichissant pour Thibaut en tout cas. Les demi de mêlée et les talonneurs, ils terminent quand même souvent coach, hein, messieurs. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est dans des postes intermédiaires avant-arrière Je pense que c'est des postes où on est un petit peu obligé de s'interroger sur le rugby, même quand on est joueur. Donc forcément, ça débouche assez régulièrement sur des postes d'entraîneur ou d'éducateur une fois que le corps peut plus suivre. Ouais. Alors, on remercie d'ailleurs Laurent Lardière et Karine Valentin pour les photos récentes, hein, parce que les photos anciennes, j'ai pas le nom des photographes, des photos quand tu étais minot, Lionel. À côté de toi, donc Thibaut Moreno. Alors Thibaut, pareil, hein, on allait piocher quelques photos. Alors c'est vrai qu'elles ont souvent le même maillot, elles ont que le même maillot. Thibaut, toi tu t'es retrouvé au FCG tout petit, et tu voulais faire du rugby? C'est quelque chose qui t'a attiré dès le début? Alors, moi, c'est différent. Moi, j'habite vraiment à côté de Bachelard et de l'Hédilière. J'habite vraiment à 100 mètres. Donc, tu voyais le monde tous les week-ends? C'est ça, je voyais du monde. Après, moi, je pars d'un papa, c'est différent de Lionel, qui faisait plutôt du foot. Donc...
Alors on voit sur ces photos qui passent, tiens, sur celle-ci c'est Nathanaël Huleux, mais qui jouait pas encore au FCG, qui joue contre toi. Et puis on a vu, il y avait Kylian Gerassi, il y avait Ange Capozzo, parce que les espoirs ont formé beaucoup de joueurs qui aujourd'hui jouent pro et avec qui tu as eu l'occasion de jouer. Nous on est allé vous voir à l'entraînement l'autre jour, les espoirs, et puis je suis tombé sur ton papa qui manque de bol pour toi, de toute façon est toujours aux entraînements parce qu'il est quand même très intégré dans le FCG. On lui a demandé un petit peu à ton papa de se présenter, de nous expliquer comment tu es arrivé au rugby. Ça arrive dans quelques secondes. Parce que je suis un ancien footeux à la base, moi j'ai joué longtemps au FC Grenoble et le foot c'était un petit peu ma priorité. Mais comme j'aimais bien le rugby, je l'avais amené plusieurs fois au stade et ça avait l'air de prendre. Et puis du coup, je l'ai amené à l'école de rugby au FCG qui était juste à côté. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je me souviens de son premier plaquage d'ailleurs, il vient d'arriver, on lui a même pas expliqué, bim, il fait saigner le premier copain qui plaque. Mais il était tout de suite, il est adroit avec le ballon, n'importe qu'il soit rond, ovale. C'était déjà quelque chose d'inné chez lui. Il adore le jeu, il adore regarder, il adore comprendre, il adore, il aime bien sentir le jeu. Ouais, c'est ça. Valérie, avant de retourner voir Thibaut, et pendant qu'on voit quelques photos également de Thibaut joueur cette saison, toi qui as partagé ce poste aussi de demi d'ouverture, il faut aimer le jeu pour être 10 ? Ouais, je pense. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'était le cas. D'ailleurs, j'ai enchaîné sur l'entraînement et on s'intéressait au jeu, on récupérait les vieilles cassettes VHS pour essayer d'analyser les matchs. Je pense qu'il faut s'intéresser au jeu, surtout le poste de demi de mêlée, comme disait Lionel. C'est le rouage entre les avants et les trois quarts. C'est eux qui donnent le tempo au match. La charnière, oui, c'est un poste un petit peu particulier, quoi. Donc, Thibaut, ton papa a dit que lui était plutôt du foot. Tu as droit avec un ballon rond ? Oui, franchement j'aime bien. Après, avec le pied, je pense que tout le monde est assez adroit avec un ballon rond. Mais après, oui, c'est vrai que mon père était plutôt de la base footeux, donc moi j'allais plutôt me diriger dans cette direction-là. Mais après, j'ai découvert un peu les environs du club, du rugby, donc ça m'a tout de suite plu, tout de suite attaché, et puis voilà, maintenant ça fait 15 ans que j'y suis. Mais tu joues 10 quand même, c'est un poste au FCG. Alors je ne veux pas dire qu'il y a eu comment on appelle ça, une malédiction, mais on a quand même souvent eu du mal à fixer un 10 dans la longueur à Grenoble dans les dernières années. C'est pas un poste facile parce que c'est un poste qui est sous le feu des projecteurs. Thibaut, est-ce que tu appréhendes un peu quelquefois d'avoir cette pression ? Appréhender, non. Après, on sait vraiment sur quoi repose le poste de 10. On sait que c'est important sur la gestion du jeu. Après, on va pas se mettre de pression. Après, faut jouer. Voilà. On prend des décisions. Après, elles sont bonnes, elles sont pas bonnes. Et ben, on passe à autre chose. Et puis, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on se forme. C'est comme ça qu'on apprend à ce poste, parce qu'on apprend beaucoup de ce poste. Donc, voilà. Lionel, c'est quel type de joueur, Thibaut ? Thibaut, comme il l'a précisé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, à la base, avait une sensibilité pour le foot, mais Thibaut, c'est un enfant de la balle. C'est quelqu'un qui est adroit dans tout ce qu'il fait. Un petit jeu, il est toujours dans les meilleurs. Et après, c'est quelqu'un aussi qui est extrêmement travailleur, notamment sur le jeu au pied. Il y passe beaucoup de temps tout seul à s'entraîner. Et il n'y a pas de secret. Quand on travaille fort, on gagne en régularité, en précision, et c'est ce qu'a réussi à faire Thibaut. Thibaut, on l'a connu, enfin moi personnellement, je l'ai connu donc à 15 ans, sur les moins de 16, et on a vu une vraie évolution dans son jeu, dans sa précision au poteau, dans sa tête, dans sa façon de voir les choses, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été demandeur et qui a toujours été très très travailleur. Ça, c'est vraiment la base du truc. Bon, on allait demander du coup à son papa également de nous donner les qualités et les défauts, parce qu'il y en a pas beaucoup, mais il en a quand même trouvé un. On écoute le papa de Thibaut. Qualité de joueur, je pense qu'il a une bonne vision du jeu, et puis il a un pied qui est pas mal et il comprend vite, quoi.
Donc il s'entend bien avec certains joueurs, avec qui il a plus d'affinité, parce que ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Hein. Alors je pense que mentalement, il est assez fort, il entraîne les gars, mais c'est ça, il faut qu'il progresse là-dessus, je pense. Le côté un peu plus mental, un peu plus guerrier, un peu plus méchant, parce que c'est un gentil. C'est ça le problème. Dans la vie de tous les jours, c'est quoi son plus gros défaut? Oh, il aime bien dormir. Alors Lionel, est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de Pierre, à savoir qu'il doit devenir un peu plus méchant au bon sens du terme, au sens rugbystique? Non. Ah, non, aïe, non, aïe, aïe. est-ce que la méchanceté Non, mais au bon sens. Ah ouais, un peu plus agressif. Ouais, Ouais. Non, bah, Thibaut connaît ses qualités, il connaît aussi les choses qu'il a améliorées. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il travaille vraiment au quotidien pour essayer de combler les lacunes qu'il a. Ouais, mais, non, c'est un gros travailleur. Et ça, c'est vraiment agréable de pouvoir travailler avec des jeunes comme ça qui sont à l'écoute et qui reproduisent ce qu'on leur demande le week-end sur les terrains. Thibaut, on a parlé aussi avec ton papa, alors on ne passe pas le message, mais il nous expliquait qu'en tout cas, lui et dans ce cercle familial, vous ne vous posiez pas trop la question de l'après, du rugby pro, est-ce qu'on va franchir le cap? Alors, est-ce que tu nous confirmes? Est-ce que toi, pour l'instant, tu es concentré uniquement sur ta saison? Est-ce que ça te titille quand même? Parce que tu vois les copains qui jouent un peu plus haut? Alors, oui et non. D'un côté, oui, ça me plairait et je me pose un peu la question de est-ce que ça sera mon tour un jour dans ce club ou pas après, que ça soit du haut niveau, je ne sais pas. Voilà, comme dit Lionel, je continue à travailler, à écouter, à apprendre tous les jours. Donc après, de là à fixer j'ai des ambitions, bien sûr, personnellement, de jouer un jour à haut niveau. Bien sûr, ça me tient à cœur, comme tout joueur espoir ou tout joueur de rugby actuel. Donc voilà, après on verra. Moi, je prends ce qu'on me donne et puis je verrai ce qui se passe après. Et Lionel, est-ce que Thibaut a les qualités, en tout cas pour un jour, devenir rugbyman professionnel? Ah bah, à partir du moment où on arrive sur une catégorie espoir, c'est qu'il a déjà franchi beaucoup d'étapes, hein, parce que à partir des moins de 15, moins de 16, chaque année, il y a quand même un filtre qui s'opère. Bon, il a passé toutes ces étapes-là. Après, il reste cette dernière marche pour pouvoir matcher avec les plus grands. Mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a un vrai projet autour de chaque joueur. On essaie de les accompagner à leur propre rythme. Hein. Il y a des gens qui sont un peu plus matures que d'autres. Ouais, de toute façon, Thibaut, comme je vais me répéter, il a cette facilité technique. C'est un garçon intelligent et c'est un garçon travailleur. Donc avec tous ces ingrédients-là, moi je suis persuadé qu'il va pouvoir jouer à un niveau très intéressant. Après, que ce soit à Grenoble ou ailleurs, on n'est pas... On n'est pas devin non plus. On n'est pas devin. Ouais. Valérie, est-ce que... Déjà une forte concurrence, même chez les jeunes, puisque on a vu Corentin Gléda émerger, Romain Trouillou qui commence à émerger, bientôt Thibaut. Donc ouais, le FCG forme des très bons numéros 10 et on commence à en voir maintenant quelques-uns en Pro D2. Ouais. Mais est-ce que ce poste-là de demi d'ouverture, il n'est pas plus compliqué qu'un autre pour passer justement des espoirs au pro? Non, je pense pas. Quand il y a l'habitude de jouer à ce poste-là, non, très franchement. Après, que ce soit Thibaut ou Lionel, ils ont beaucoup parlé de travail. Voilà, c'est la base. Il faut le signaler. Et aujourd'hui, les espoirs, c'est 4 entraînements par semaine. Enfin, ça bosse vraiment. Donc, c'est aussi comme ça qu'ils font progresser tous ces jeunes. Maintenant, voilà, il faut aussi de temps en temps une part de chance. Il faut que la place se libère en haut. Ouais, c'est des fois des carrières elles se construisent des fois aussi un petit peu comme ça. Voilà, et donc pour l'instant, il est encore dans cet apprentissage. Mais bien évidemment que Thibaut, quand il voit ses copains évoluer avec ce qu'il a évolué, même. Que ce soit même Kylian en équipe de France. Ou on va parler après de toute cette génération. Toutes ces générations là, qui jouent, les Sarah Gallet, les Rossi, les Montagnes, enfin voilà, ils sont tous là à jouer en Pro D2. Donc bien évidemment que toute cette génération à Thibaut a envie d'y arriver. Hein. Pendant qu'on voit quelques images de l'entraînement, où il ne fait pas très chaud d'ailleurs, Lionel, quand même les résultats de cette année sont impressionnants, avec ces 3 victoires consécutives, dont 4, mais surtout en enchaînant Clermont, à Lyon, qui est quand même un gros, et puis là un déplacement jamais facile du côté de Brive.
Ouais, forcément, on est plutôt satisfait d'un point de vue comptable de notre début de saison. Après, on reste les pieds sur terre, on essaie de garder une forme d'humilité importante parce que si on regarde un petit peu dans le détail tous nos différents matchs, vous étiez au match contre Clermont, ça se joue quand même à une transformation pour le match nul. Le week-end d'après à Lyon, on gagne 19-18, mais sur le gong, on a une pénalité que les Lyonnais manquent. Donc on a un petit peu de réussite, alors peut-être qu'on la provoque, mais en tout cas, non, on ne s'enflamme pas pour autant par rapport à notre série de matchs gagnés. Après, voilà, quand on arrive à enclencher une série, on veut toujours en choper un de plus, quoi. Donc voilà, on ira à Castres dans une semaine pour essayer de préserver cette petite série, mais bon, on garde la mesure des choses. Ouais, mais Thibaut, toi, quand ton équipe, alors toi, tu as été blessé là, justement sur le match de Clermont, mais quand ton équipe et toi, vous gagnez Clermont, vous gagnez Lyon, vous gagnez à Brive, ça a quand même un petit parfum du rugby de très haut niveau. Hein. C'est sûr. Après, c'est vrai que ça fait plaisir d'aller gagner surtout des matchs à l'extérieur où, comme l'a dit Lionel, sur des matchs assez serrés où ça joue à des détails. Donc on se dit que voilà, on n'est peut-être pas les plus solides de la poule, l'équipe favorite de cette poule, mais si tiens, on travaille dur, tout le collectif travaille dur. Donc non, après ces victoires, voilà, on prend les matchs après les matchs et puis on voit ce que ça donne. Valérie, on avait effectivement commenté ce match contre Clermont. Comment toi tu l'avais ressenti, cette équipe de Grenoble ? On voit que ça bosse, il y a de la cohérence dans tout ce qu'ils font. Une conquête déjà assez extraordinaire, que ce soit la touche et la mêlée, enfin de ceux que j'ai vus. Des intentions de jeu, de l'alternance entre le jeu d'avant et le jeu de trois quarts et le jeu au pied. Enfin voilà, moi je me suis en tout cas régalé sur les 2-3 matchs que j'ai pu voir des espoirs, mais ça passe par beaucoup de travail, comme l'a dit Lionel. Mais voilà, on voit des garçons déjà prêts à un fonctionnement, à un plan de jeu. On voit qu'ils s'y retrouvent en tout cas dans le travail qu'ils y font. Rien n'est fait au hasard. Et voilà, moi j'étais agréable. Alors, je le disais à Lionel, on a plutôt l'habitude d'aller sur les terrains de Fédéral. Tous les dimanches, donc j'avais très peu l'occasion d'aller voir jouer les espoirs. Et franchement, je me suis éclaté d'aller voir cette nouvelle génération de rouge et bleu. J'ai pris un pied énorme en tout cas. Ouais. Alors Lionel, tu nous as dit effectivement aller chercher peut-être, pourquoi pas, un résultat à Castres, hein, forcément, quand on voit les résultats des matchs précédents. Et on verra après ces images le classement de l'élite des espoirs. Les objectifs que vous vous êtes fixé, vous, avec votre collectif, c'est quoi ? En termes comptables, on ne s'est pas fixé d'objectif. Sincèrement, chaque année, les effectifs sont renouvelés chez les différentes équipes. Donc on démarre une saison un petit peu dans l'inconnu, même si on sait que des équipes comme Clermont, Perpignan seront toujours équipées. Ça, on n'a pas de doute là-dessus. Donc on n'a pas voulu fixer d'objectifs comptables aux joueurs, si ce n'est d'éviter la dernière place qui est synonyme de relégation en poule d'accession. Donc ça, c'était le premier objectif. Et après, nous, on prend, comme l'a dit Thibaut, on prend les matchs les uns après les autres. Et puis, c'est une formule un peu bateau, mais c'est la réalité. Et oui, non, mais voilà. Et puis après, plus on se rapprochera de la fin, on regardera à quel classement on est. Et puis, si on peut raccrocher une des deux premières places, bien évidemment qu'on fera tout pour. Mais c'est vraiment pas une obsession. Vraiment, clairement, c'est pas ça. Le classement, justement, les amis, il est là. Et on voit quand même que, après Perpignan, qui semble être... en tout cas, sur la plus grosse dynamique, parce qu'ils alignent quand même les victoires, le FCG, avec un match en retard, n'est vraiment pas très loin, Lionel. On est là, on est dans la course. On est plutôt bien placé si je me fie au classement. Bon, l'USAP est un petit peu au-dessus. Déjà la saison dernière, ils avaient été invaincus. Leur saison stoppée par le Covid. Ils sont a priori repartis sur les mêmes bases. C'est une équipe qui est très costaud, qui est complète. Donc voilà. Après, que ce soit Clermont, Lyon, quand je regarde le classement, nous, Brive, Castres, on est un peu tous à se tenir
Et rien n'est joué, ni dans un sens comme dans l'autre. On va s'accrocher. Ça fait plaisir, Valérie, quand même, de voir le nom de Grenoble dans cette catégorie quand même des U21, aussi, même devant des grands noms du rugby français. Oui, mais je crois qu'ils étaient 3e l'année dernière quand la saison se termine, si je me rappelle bien. Enfin voilà, ça a toujours été, on en a parlé tout à l'heure, de la formation, que ce soit dans les catégories Crabos, Réchel, Espoir, le FCG a toujours bien figuré. Après, c'est ce passage au niveau professionnel. Mais voilà, Lionel aussi, je lui ai posé la question en off aussi tout à l'heure, parce que oui, il y a le résultat, il faut gagner des matchs, aller chercher peut-être les 2 premières places pour jouer les demi-finales, ça c'est hyper intéressant. Mais ici, ils sont aussi dans de la post-formation et le but aussi premier, en tout cas, je pense, c'est aussi d'accompagner les joueurs, de continuer à les faire progresser pour les amener au niveau professionnel. Donc c'est une double casquette que tiennent les deux Lionel. Voilà, faire progresser les joueurs pour les amener au niveau pro et puis aussi gagner des matchs. Donc voilà, c'est quand même assez... il y a quand même un aspect formateur aussi là-dedans. On regarde le calendrier, Lionel, de tes prochaines rencontres pour voir un petit peu de quel bois va se chauffer le FCG. Et après un déplacement à Castres, il y aura 2 réceptions. Aurillac et Castres à nouveau, avec déjà le début des matchs retour. Et puis le premier test, alors ce sera déjà au mois de mars, on aura le temps de voir venir, mais ça sera ce déplacement à Perpignan. Ah, c'est ça. Là, en fait, le match qu'on va jouer le week-end prochain, aurait dû être le premier match de la saison qui a été reporté pour raisons sanitaires. Donc on va jouer 2 fois les Castrés et une solide équipe d'Aurillac au milieu. Puis après on va enclencher les matchs retour à partir du 28 mars, c'est-à-dire qu'il va y avoir quasiment 2 mois de off, qui est une période de développement pour que on puisse faire travailler fort les jeunes. Puis c'est une période aussi de matchs internationaux. Je pense que la fédération a mis ça en place pour que justement les équipes puissent bénéficier quand même de toutes leurs armes, parce qu'on se rend compte que certaines équipes qui avaient beaucoup d'internationaux étaient vraiment handicapées quand il y avait des doublons. 2 mois d'arrêt, c'est long quand même. Ouais, c'est long. Mais bon, ça permet vraiment de travailler sur le joueur, de changer un petit peu nos habitudes d'entraînement, de moins être focalisé sur le collectif. Plus sur la formation. Voilà, on essaie de vraiment individualiser les séances. Peut-être qu'un garçon comme Thibaut n'a pas les mêmes besoins qu'un pilier ou qu'un autre joueur. Donc voilà, c'est une période aussi qui nous permet de pouvoir prendre un petit peu de hauteur, de ne pas avoir forcément le nez dans le guidon avec le match qui arrive ce week-end, etc. Donc c'est quand même une période qui est intéressante, qui est certes un peu longue quand on aime matcher, parce que forcément toutes les sensations qu'on a le week-end, elles disparaissent pendant 2 mois, mais c'est vraiment une période qui est intéressante et importante. Pour continuer à les faire grandir, les accompagner. Tu reviens quand, Thibaut, au jeu ? Alors là, j'en avais pour 3 semaines, à mois. Ouais. Donc je sais pas si je pourrais reprendre avant la fin de l'année, mais j'espère vite revenir, parce que ça manque. Et puis voilà. Alors Valérie, on l'oublie parfois, mais tu as été dans ce centre de formation du FCG. Alors celui d'avant, avant le nouveau centre, voilà, il n'était pas encore érigé, mais tu as fait partie des premières générations de ce centre de formation. Parce que le FCG est le précurseur en matière de centre de formation. Centre éducatif et sportif, créé en 88, je crois que c'était le premier club en France à créer son propre centre de formation. Et effectivement, des générations y sont passées depuis près de 30 ans, c'est assez impressionnant. Alors, on a fait un petit résumé. Alors, on n'a pas pu mettre tous les joueurs passés par le centre de formation parce qu'il y en aurait bien trop. On a commencé il y a une vingtaine d'années, dans les années 98, on va le voir à l'image. Et regardez un petit peu les noms des premières promotions passées par le centre du FCG. Nicolas Carmona, David Dussert, Yannick Larguet, Damien Minassian, Siguard, Testa, Vernet, Villain, des gens qu'on retrouve dans le staff. C'est pas anodin, Vikovic, Johan Autier, maintenant coach au VRDR, Vincent Clerc, évidemment, Geoffroy Messina, Tonita, Lison, Romain David, qui est aujourd'hui également le team manager du FCG, Emmanuel Magnin, Nicolas Ribeiro, notre ami, et Florian Faure, qu'on connaît bien, qui est maintenant du côté de Voiron. Là, on était dans les années 2000, on enchaîne un petit peu les générations d'après. On a eu Garnier, Rochette, Dutte, Fabien Alexandre, ça c'était les années de remontée d'ailleurs du FCG des pros dans les années pros. Yannick Lucas, qui est maintenant du côté d'ISO, Genenzi, Vincent Kivé, Servien, Sève, Johan Rave, avec qui tu as partagé également
les modes d'entraînement. Yann, en fait, on a attaqué ensemble l'entraînement à Grenoble en reprenant les moins de 16 et on s'est suivi jusqu'en 2018 en fait. Donc c'est quelqu'un qui m'est très cher, qui est toujours très proche de moi. On s'échange beaucoup de messages, on échange bien évidemment beaucoup sur le rugby. Donc j'en profite pour le saluer. Et ben voilà, si on peut remettre le même visuel, les amis, en régie, parce que dans la génération 2007-2008, on voit notamment la fratrie Lacafia, qui est maintenant bien connue du rugby, Thomas Bianchien, qui était parti après au Racing, il y avait aussi la fratrie Nouyagé, Jonathan Quinez. Allez, j'enchaîne encore, et on va passer dans un temps qui est un peu plus proche du nôtre. En 2008, on peut retenir Lucas Dupont. Alors il y en a eu plein d'autres, évidemment, je vous dis, on a fait une sélection. Lolo Boucher, Hugo Dupont, Marvin O'Connor, Kevin Gauze, Jordan Michalet, Alexandre Pollard, qui est maintenant du côté de la Bièvre, Thibaut Rey, Thomas Jolmes, Dardet, Gelin, James Hart, Loïc Jam, Michael Sénéclos qu'on recevait la semaine dernière d'ailleurs, Valérie, ça on était dans les années 2012-2013. Je continue un petit peu, tous ces joueurs passés par le centre de formation, avec Marou, qui fait une belle carrière en Pro D2, Alipate Ratini. Alors il a fait partie du centre de formation parce qu'il est arrivé sur le tard des Fidji, mais du coup, il est quand même dans ce classement. Lilian Sazras, qui était le 9 titulaire jusqu'à son départ cette année. Et après, on rapproche là avec une génération assez incroyable. Mika Capelli, Chris Farrell, Dylan Hayes, Dylan Jaco, Kilioni Corlat, Mas, Mignot, Alios, Paul Villemc, qui était passé aussi par ce centre de formation. Là, la génération de 2014-2015, ça commence à être très très sérieux. Sawailou, Corentin Glénat, Kylian Gérassi, qui vient de fêter sa 2e sélection en équipe de France, ça c'était qui est rentré au centre en 2015-2016, en tout cas au niveau des espoirs. J'enchaîne encore parce que vous allez voir que des joueurs de qualité, on en a sorti du côté de Grenoble, Cordin, Fourcade, Guillemin, Valenceau, Berruyer, Bonin, De Benedictis qui aujourd'hui cartonne du côté de Castres, Loïc Godner. Alors pareil, ça c'est un peu particulier parce qu'il est arrivé dans ses dernières années de formation à Grenoble, et Glenn, Fusier, Huleux. Là on commence à se rapprocher un petit peu des générations actuelles. Martel, Montagne, Rossi, Huberti qui était arrivé pareil sur le tard, et la génération 2019-2020 avec Sarah Guélé et Capozzo qui ont franchi le cap du rugby pro avant d'arriver à la génération actuelle qu'on va voir maintenant, cette promotion. Alors on va pas tous vous les citer, mais tu vas pouvoir peut-être, Lionel, toi, nous présenter un petit peu les forces. Les supporters du FCG voient dans cette dernière génération 2020-2021 notamment la fratrie Touquino qui avait aussi marqué le Grenoble quand il était passé par là, le papa. Tout à fait, Fabienne nous a rejoint il y a 2 ans, en 2e année Crabos. Cette année, Crimson, son frère, est arrivé au club. C'est des garçons très attachants, avec de grosses qualités rugbystiques, avec les qualités des rugbymen des îles, donc un fort impact physique. Et puis par contre, c'est des garçons adorables qui sont très respectueux, à l'écoute, et qui progressent, également depuis quelques saisons. Donc non, c'est forcément des garçons sur qui on garde un œil. Oui. Quand on voit tous les noms qu'on a cités, Valérie, précédemment, on se dit qu'il y a quand même de la qualité qui est sortie de Grenoble. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On en trouve sur tous les terrains. Ah ouais, là, Yann. Ah oui, belle équipe encore en activité. Et encore, tu as débarré en 98. Et j'ai pas mis tout le monde. Mais tu pouvais remonter au Brousset, au Frier et compagnie. Oui, c'est sûr. Il y a eu au Magellan, il y a eu des internationaux, il y a eu des joueurs qui ont. Mais là, tu as quasiment une équipe de Pro D2 sur les 10 dernières années qui pourrait jouer. Peut-être 2 ou 3 même. C'est assez impressionnant. Et puis quand tu vois leur dernière promotion, Lilian Rossi, Sarah Gallet, Ange Capuzzo, Romain Trouillou, Corentin Glénat, le Fusil, c'est que des noms qui parlent aujourd'hui à ceux qui suivent le FCG en Pro D2. Donc le FCG pioche dans son centre de formation aujourd'hui. C'était important qu'on donne tous ces noms, Lionel, pour montrer que c'est pas juste facile de dire on a une belle formation. Grenoble a vraiment une bonne formation qui a sorti des joueurs pros. Ouais, et puis c'est une vraie fierté de voir tous ces noms cochés. Après, forcément, ils peuvent pas tous rester. Chacun a son destin et
Mais quand on voit effectivement l'enchaînement de tous ces noms et les carrières et au niveau auquel ils évoluent, ça nous fait dire qu'on fait peut-être du bon travail à Grenoble. Donc c'est agréable de voir ça. Ouais, le centre de formation du FCG qui a pris un tournant avec Olivier Nière. Olivier Nière, quand il avait été en charge au niveau du centre de formation, il y avait eu un virage vraiment qui... Un petit mot, Thibaut, parce qu'on t'a vu tout à l'heure sur les photos. Oui, bon, c'est vrai que j'ai pas réagi le centre éducatif, mais bon, un jour on passera des images parce qu'on en a de cette époque-là. Mais j'attends un peu, Valérie, pour Noël. Thibaut, Kylian Gérassi, qui vient de fêter sa 2e sélection en équipe de France. On l'a vu tout à l'heure avec toi sur des photos parce que vous avez partagé des sessions à un an près. Ouais, Kylian, moi déjà, je l'ai connu quand il jouait à Cessin, aux alentours. Donc, c'est souvent une belle confrontation quand on était plus petit. Après, il a un an de plus que moi, Kylian 99. Donc, c'était souvent des bonnes confrontations entre lui. Après, il a intégré le club vers moins de 11 ou moins de 12, il me semble. Et donc, on a fait pas mal de matchs ensemble, d'années ensemble d'ailleurs, avant qu'il se dirige au plus haut niveau. Donc très content d'avoir pu jouer avec lui et puis très content de ce qu'il est en train de réaliser en ce moment et je lui souhaite le meilleur. Je te coupe parce que c'est bien de signaler. Kylian vient aussi de Cessin, comme Corentin Glénat vient de Vinay, comme Romain Trouillou vient de la Bips. Dans ton effectif, je crois que tu en as qui viennent de Vives Monestier, d'Échirolles. Voilà, il faut aussi citer tous ces petits clubs qui fournissent le FCG. Et quand on dit qu'on est une terre de rugby, ça l'est vraiment. Et aujourd'hui, tous ces petits clubs fournissent en tout cas les écoles de rugby et les esports du FCG. Quoi. Thibaut, lui, il vient de Grenoble même. Lui, c'est un exemple. Lui. Intra-local. Voilà pour la partie espoir. Et maintenant, on va passer à une partie qui nous fait à chaque fois vibrer, Valérie. On va parler un petit peu de l'histoire de notre rugby dauphinois. Puis on va rester, bien entendu, sur le FCG. Alors on va revenir il y a une grosse vingtaine d'années en arrière, Grenoble jouait alors au plus haut niveau, Valérie, tu pourras boire après pendant ce qu'on va montrer. C'était la saison 99-2000. Grenoble recevait Brive et Valérie, c'était une époque où le FCG avait recruté pas mal, notamment à l'étranger, Marc Mayer-Hoffler et autres. Et on sortait d'années pas mal avec des demi-finales et autres. Et puis on commençait à rentrer un petit peu dans le dur, notamment cette saison-là, puis surtout celle d'après. On rentrait surtout dans le professionnalisme, puisque je crois que c'est en 95 que le rugby est devenu professionnel. Les 2 premières années, ça a tâtonné. Et là, c'était vraiment les prémices du rugby pro, avec, comme tu l'as dit, l'arrivée de pas mal d'étrangers, des sudistes. Ça, c'était déjà précurseur et à la mode, et notamment Marc Mayer-Hoffler, qui était au centre All Black, dont tout le monde en attendait monts et merveilles. Puis ça avait un peu capoté, quoi. Voilà. Alors on a la chance d'avoir un témoin sur ce plateau de cette époque. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas pris un gramme. Il n'a pas pris un gramme. Et Lionel, avant qu'on voit ces images, c'est vrai que c'était un FCG très cosmopolite, mais on va le voir, il y avait une qualité incroyable dans les joueurs. Et cette saison 99-2000, elle avait eu du mal à commencer. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais, c'est pas l'année où on descend, ça ? C'est l'année d'avant. C'est l'année juste avant, je crois, juste avant l'année du barrage contre Pau. C'est une année où Grenoble avait eu du mal en début de saison. Écoute, je te propose, on va voir les images. Et avant de les voir, petit mot à la régie, parce qu'on va tenter de faire quelque chose, c'est de recommenter en direct ces images qui datent d'il y a 20-21 ans. Alors, merci, juste un petit mot pour la régie. Pas de son en plateau, sauf pendant les interviews des coachs. Voilà, ils comprendront. On va lancer les images de ce FCG Brive 1999, il y a 21 ans. Et déjà, on va se replonger, les amis, dans ce stade Lesdiguières. Alors, tu disais, Zoul ? Voilà. Thibaut était pas né. On voit là John Welborn, Marc Mayer-Hoffler, dont on vient de parler. Alors, tu as le micro, c'est quand tu veux, si tu veux. Voilà.
Bégon, Rondinelli, Gomez, ça c'était la première ligne du FCG, hein, avec Lubungu et ce fameux Wellborn australien, c'est ça, hein, John Wellborn, un costaud, hein, une troisième ligne de folie avec notamment Willy Tao en 8 et puis Julien Frier, le capitaine à l'époque, et le fabuleux Lionel Ringel, on le voit, il a quasiment pas changé, il avait déjà plus de cheveux, et Todeschini, l'Argentin à l'ouverture, Mayer Hoffler, Brian Liebenberg, que tout le monde connaît, qui a fini international français au centre, Jean-Victor Bertrand Pistolero et Corillon aux ailes, donc il y avait quand même une qualité assez incroyable, et puis Ezequiel Jurado, international argentin, c'est ça, qui jouait à l'arrière, un petit coup d'œil sur les remplaçants à l'époque. Ah non, d'ailleurs, d'abord les coachs, là, avec deux légendes aussi, Michel Ringeval et Didier Cambé, voilà, Vigna, Tonita, Minassian, vous verrez qu'il fait une grosse rentrée dans le match, derrière Bastide, Marc Bill, qui avait été pour ce match-là d'ailleurs remplaçant, et Sèche, qui venait de Biarritz, c'est ça, Zul. Voilà. Et un petit coup d'œil sur la compo de Brie avec Paki Vato qui est passé du côté de Grenoble. Malafosse aussi qui est passé à Grenoble. Malafosse, voilà, la charnière. Brive qui était aussi un petit peu en difficulté dans cette année 1999-2000. Voilà, on passe un petit peu rapidement, mais il y avait Serge Lairle qui était le coach, hein, de cette équipe bréviste. Et surtout, on va se retrouver, Valérie, voilà, dans l'antre de Lesdiguières, des images qui nous manquent aujourd'hui de voir le stade Lesdiguières. C'est quand même particulier, hein, c'était une ambiance particulière. C'était le cœur du rugby grenoblois, Lesdiguières. Voilà, on a tous vibré à Lesdiguières. Ah bah oui, avec ses entrées notamment de Willy Tao casqué, c'était l'époque qui m'a fait aimer le rugby. Et le match commençait plutôt bien pour Grenoble, puisque c'est Todeschini, hein, qui alignait les points au pied. Passe là pour Corillon intercalé. Il y avait Jean-Victor Bertrand qui attendait le ballon sur l'aile. On va le voir juste après. Il va essayer il va rester debout. C'est un guerrier, un pistolero. Jean-Victor Bertrand qui n'a pas pu avancer quand même sur ce coup-là. Et on enchaîne avec Todeschini et surtout Brian Liebenberg qui était après parti au Stade Français, qui faisait la différence quand même quasiment tout le temps. J'espère que s'il y a encore une autre faute de ce style, ils auront un carton blanc. C'est vrai qu'on joue bien pour le moment. On fait pas trop de fautes. On tient compte du terrain et du vent. Donc, mais je crois que ce sera le score en mi-temps reflètera, j'espère, le match, et j'espère qu'en seconde mi-temps on pourra tenir. Merci. C'était Didier Cambera-Béraud, hein, dans la première mi-temps, avec cette touche pour Patrick Lubungu. Et puis là, on avance, on a qui va aller marquer un essai incroyable, un essai à la Willy Tao de sa fin de carrière, avec puissance et majestueux, Willy Zol. Ah, il était pas bon. Ah non, Et là, oui, à 10 mètres de la ligne. Ouais, ça fait plaisir de revoir ces images-là. Ouais. Tu sais, moi j'ai parlé avec Arco Seberi, qui a joué 9 en équipe de France. Il me disait, lui, quand il sera... Je veux dire, c'est quelqu'un qui a amené beaucoup de sérénité aux autres joueurs et qui était respecté partout sur tous les terrains de France. C'était quelqu'un qui était très dur au mal, qui avançait. Enfin, c'était un joueur fabuleux, je pense, qui aurait mérité une carrière internationale. Et maintenant ses enfants, voilà, c'est toute la fratrie derrière, qui en profite, mais c'était quand même un sacré personnage. C'était une injustice, hein, que Willy Tao n'ait pas eu de sélection. Encore il est là, Willy, il lève les bras content parce que Grenoble venait de choper l'essai de pénalité avec un gros travail en mêlée, et on enchaîne, hein, du côté de Grenoble, on essaye de faire du jeu. Ça envoyait, hein, quand même, dans ce match Lionel, on voit qu'il y a la patate. Hein. Ouais, je me souviens qu'il y avait des conditions climatiques qui n'étaient pas forcément simples. Il y avait beaucoup de vent. Il me semble que la neige s'était invitée sur la fin du match. Exactement. Aussi, alors que là, il y a Brian Liebenberg, hein, qu'on voit à l'écran, Brian Liebenberg qui perce encore à chaque saut. Ezequiel Jurado, petit coup de pied, enfin long coup de pied même à suivre. Et qui c'est qui déboule? C'est Coco Franck Corillon qui jouait ailier et qui vient aplatir Corillon, un enfant du club. Hein, Enfin, du BO qui est devenu un vrai enfant du club et qui s'est... On écoute Julien Frier juste à la mi-temps. Un bon pressing et tout ça, ça se passe bien. Maintenant, il y a une deuxième mi-temps à faire et bon, la neige commence à tomber. Et on le voit sur les images, hein, conditions climatiques, tu avais raison Lionel, complètement différentes. Le vent s'est levé, la neige tombe sur le stade Lesdiguières. Et on sait que quand il neige à Lesdiguières, il fait froid, très froid, on le voit sur les images. Et Brive revient dans le début du deuxième temps, pas de quoi rassurer. Un minimum au pied, mais d'avancer. Chaque fois qu'on le fait, on perd le ballon. Donc à un moment donné, il ne faut pas être maso. Quitte à faire un jeu au pied court, il faut faire un jeu au pied. De pénalité, on doit trouver. Revient dans le match, mais Ringeval était en folie ce jour-là. Et puis on le voit, il passe pour Coco sur l'aile avec Todeschini, le ballon à suivre. Et les Grenoblois qui mettent de la vitesse, ils sont à deux doigts là d'aplatir, ça tergiverse dans leur but, mais ça n'aplatira pas encore ici, même si on était vraiment pas loin.
du tout de marquer l'essai qui aurait pu valider le match. Je parle encore de Lionel Rajval parce que vraiment c'est le premier. Et tu mets un défaut. Alors les commentateurs Canal+ à l'époque d'où viennent les images disent mais quelle vivacité de ce Lionel Rajval qui à l'époque, nous disent-ils, habite encore chez son papa, chez Michel. Oui. Non, j'habitais chez mes parents, mais je suis resté, j'étais bien là-bas. Je suis resté tard. Là, c'est la charge de Minassian qui venait de rentrer en jeu, qui faisait en intérieur. Minassian, l'énorme. Quand on les voit, ils sont 4. J'ai compté sur les 22, 4. En tout cas, les impacts sont là sur le match et on enchaîne. Et les Grenoblois qui veulent sécuriser leur match avec John Welborn là une nouvelle fois, qui avance avec du soutien. John Welborn qui tombe au sol. C'est pas terminé. Les Grenoblois ils sont pas loin quand même de la victoire. Ça travaille fort dans ce match et c'est une victoire qu'ils veulent aller chercher pour se rassurer après un début de saison difficile. Voilà, on a un petit souci. On n'aura pas le son de Michel, mais Michel il était inquiet jusqu'à la fin quand même de ce match. Quand même Grenoble a plutôt maîtrisé avec là ce nouveau ballon Willy qui part au ras de son maul. Ça enchaîne, je crois que Lionel Rajval qui va récupérer, qui va jouer rapidement. Liebenberg, on enchaîne. Mayer-Hoffler, Corillon et on voit Grenoble pour s'imposer. Lionel, est-ce que tu te souvenais de ce match? Oh, bien sûr, ouais, je me rappelle de ce match. Ouais, j'en ai pas fait énormément, donc celui-là, je m'en souviens bien. On l'avait remporté, donc c'est le souvenir d'une saison qui avait été un petit peu compliquée, avec effectivement beaucoup d'étrangers. On avait eu du mal à faire prendre la mayonnaise. Et bon, mais pour moi, ça reste des bons souvenirs de voir Lady Guerre, de revoir Willy Tao, tout ça, c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur. Ouais. C'est pas facile, surtout quand à l'époque je vivais chez lui. Je me rappelle de quelques entraînements où on n'était pas forcément d'accord où le ton était un peu monté. Nous, ça se continuait forcément. Il était plus dur avec toi qu'avec les autres, tu penses? Non, je pense pas. Je pense qu'il a essayé d'être impartial. Ouais. Mais bon, après, ça restera, quoi qu'il arrive, mon père et je suis son fils. Mais c'est vrai que les discussions se poursuivaient souvent au repas du soir à la maison. Donc, toujours très bien passé la relation avec mon père. Thibaut, il envoyait le coach, quand même. Là, tu découvres les images. Là, hein. Ouais. J'étais pas né. Déjà, j'étais pas né. Je connaissais pratiquement peu de joueurs. Donc, non, c'est la première fois en plus, je le vois jouer à ce poste-là. Enfin, à ce poste. Touché quand même, je vous ai mis un peu la misère. Non, mais très bonnes images. Très bon animateur. Ouais, donc avec Sylvain Bégon, là, qui joue au talon et qui est aujourd'hui le coach des avants de l'équipe première, avec Coco, qui a 20 ans. Tu as vu l'essai qu'il met Willy encore, il avait quel âge? C'était vers la fin là, de sa carrière, il devait avoir 36-37 ans. Ouais. C'était un monument, Willy. C'était un monument pour nous et puis pour tout le monde. Enfin, partout où tu allais avec Willy, il était respecté. Quoi. Reconnu, respecté. Tu nous disais tout à l'heure pendant le direct, mais pour toi, c'est un des joueurs qui t'a le plus marqué. L'influence qu'il avait sur les autres. Hormis ses qualités de rugbyman qui étaient énormes, c'était quelqu'un qui était hors norme. Il avait le verbe facile. C'était pas un grand communicant. Même si c'était notre capitaine, c'était pas forcément lui qui prenait la parole dans les vestiaires avant les matchs, mais il avait ce don en un mot. Tout le monde était en rang par deux et ça bougeait pas une oreille. L'exemplarité sur le terrain, dans le combat. C'était obligé de suivre. C'était un joueur énorme, vraiment énorme, quoi. Et je regrette pour lui qu'il n'ait pas pu goûter au maillot tricolore parce que je pense que vraiment il l'aurait mérité. Voilà, et en tout cas, on va terminer sur ces images-là, le FCG, les deuxièmes parties de saison en janvier, puis surtout pour ton avenir rugbystique. Merci Zoul d'avoir partagé ce nouveau moment. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 11e de déblayage. Ciao, ciao.